Bonne conf. Merci. On verra pour Internet. Alors, du coup, on commence tout de suite. Je vais vous parler d'une lubie, en fait, tout simplement. C'est que, comme tout le monde, j'ai fait des tâches avec des crânes, etc. Et à la différence de beaucoup d'autres, c'est que j'ai commencé à vraiment aimer ça. Et en fait, tout simplement, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes à voir et à utiliser à partir du moment où vous faites des traitements qui sont lourds. Et donc, on va parler de ça et comment est-ce qu'on utilise les process ID et les signaux dans ces cas-là. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est que ça? On va avoir des libs en PHP qui sont des extensions qu'on va installer au moment où on va poser PHP CLI et on va pouvoir interagir avec notre système. Information importante, ça ne fonctionne pas sous Windows, donc déjà à prendre en compte d'entrée de jeu. Mais on va normalement bien s'amuser avec ça. Donc PCNTL, POSIX, on va oublier la doc, sauf si Internet fonctionne bien. Et tout simplement, donc on a ces deux extensions, PCNTL, merci. PCNTL nous permet en fait d'exploiter les signaux. POSIX non, c'est l'inverse. PCNTL nous permet d'exploiter les process ID, POSIX les signaux. À partir du moment où on a accès à toutes ces méthodes, vous verrez, on peut faire absolument n'importe quoi avec le système. Si vous désactivez ça à coup de safe mode, ça va vous enlever toute une série de fonctions, parce que vous allez vraiment flipper quand vous allez voir la doc. C'est-à-dire qu'on peut récupérer des utilisateurs système, les utilisateurs en cours, les groupes, les manipuler, etc., etc. Mais à partir du moment où vous allez utiliser le safe mode, il n'y aura plus de problème et vous allez vous enlever un peu toute cette facilité-là. Grosso modo, c'est exactement la même chose en termes de possibilités que si vous décidez d'utiliser PHP pour faire une application avec une interface graphique. C'est possible de le faire, il y a moyen de s'amuser à fond, mais il y a énormément de fonctionnalités qui ne sont pas utilisables à partir du moment où on rend notre PHP un peu safe. Donc, on envoie des infos au système, les signaux, les processus, on fait du PHP par rapport à tout ça, et on s'amuse plutôt bien. Généralement, ce qu'on voit dans la plupart des cas, quand on arrive sur du code legacy avec des interactions avec le système, on retrouve souvent les argc et argv pour passer des arguments faits via la ligne de commande, et les saisies utilisateurs, les stdin, stdout, etc., etc. Donc, au niveau des bibliothèques et projets, tout simplement, on a quand même quelque chose qui fait la loi, c'est Symfony Console. On a aussi OA, qui est un gros écosystème de librairies qui a sa propre lib pour interagir avec le CLI. On a Silly, qui est un framework qui est dédié aux applications en ligne de commande, qui lui aussi est basé sur Symfony Console. Et si je veux résumer très simplement le truc, il y a une espèce de sucre syntaxique autour du Symfony Console pour pouvoir faire des choses un peu plus simplement, on va dire ça comme ça. Et on retrouve énormément de code maison. Si jamais vous avez des idées avec des applis, autre chose, je suis preneur parce que, comme je le disais, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Tout ça, c'est super, c'est un peu la matrice et on va rentrer dedans en fait. Alors, l'état de l'art, c'est le truc le plus intéressant généralement. À partir du moment où on interagit avec notre système sur des cron, etc., généralement l'état de l'art en PHP, dans ce que je vois en tant que personne qui passe dans plein de boîtes, etc., le constat, il n'est pas super. Il y a énormément de caca, en fait, qui est fait, et même chez les ops. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'impression qu'on considère que, à partir du moment où il y a des choses qui s'exécutent en PHP sur le système, on s'en fout un petit peu. Et avec voilà la procédure qu'il va falloir faire pour gérer notre petite installation de programme. Donc, t'inquiète pas, tu pousses ton memory limit
pour exécuter les fixtures. Ça va bien se passer. Oublie pas qu'au passage, il y a une erreur qui a été super bien détectée, mais on ne l'a toujours pas corrigée. Du coup, on te le dit quand même, et puis après, débrouille-toi. Et en fait, c'est un peu le cas dans des dizaines et des dizaines de boîtes. On sous-estime complètement ce qu'on va faire. Et c'est quand même un peu stupide, parce que fondamentalement, on ne fait jamais de trucs critiques, en fait, sur cette tâche de fond. On fait juste de la migration, de la maintenance, du scrapping d'autres sites dans le cas où on a des grosses applis qui doivent agréger des données, de l'échange entre API. C'est absolument jamais critique, en fait. Donc, autant ne pas les maîtriser correctement et autant faire du code un peu dégueulasse dans cette partie-là, puisqu'en plus, comme on ne le teste pas, voilà. Sinon, ce serait trop facile. Donc, on va essayer de présenter la chose. Là, c'est un peu le passage où potentiellement on peut rigoler, que je me vautre complètement. On va voir ça. Donc, tout simplement, ce qui tourne sur mon système, la CHTOP, on est d'accord. J'ai en fait ma machine, mes cœurs, ma mémoire, etc., etc., et la totalité des applis qui tournent actuellement. Si je vais commencer à filtrer là-dedans. Hop. Alors, là, j'ai juste une console Symfony qui a été installée. Il n'y a rien de fantastique. Si on regarde le fichier, voilà. Donc, un composant Symfony, une application qui est déclarée, ça l'exécute, et on a quelque chose qui apparaît, c'est-à-dire, ceci. Donc, juste la commande par défaut. Et toutes les options qu'on a par défaut, c'est ce que nous apporte le composant console. C'est super. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire quand même, c'est de jouer avec ça. Première chose, on va faire un fichier de lock. Qu'est-ce que c'est un fichier de lock? Tout simplement, c'est un fichier qui va être créé au moment où on va exécuter une application en ligne de commande. Le cas le plus connu, si vous utilisez Apache ou MySQL, c'est donc les fichiers de lock, mysql.lock, Apache ou apache2.lock, je ne sais plus. Ces fichiers sont censés dire en fait au système d'exploitation qu'il y a quelque chose qui est en train d'être exécuté et qu'à partir du moment où ce fichier est créé, on ne va pas recréer un autre process par-dessus qui va pouvoir le bypasser. Donc tout simplement, on va aller vérifier que le fichier n'existe pas pour ne pas relancer le process. Quel est l'intérêt de tout ça? Quand je passe dans des boîtes, je vois énormément de sociétés qui disent « pour aller vérifier qu'une tâche est en cours, je vais me connecter à la base de données, vérifier dans une table qui va récapituler l'équivalent de tous mes crons s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de tourner. Donc, pour exécuter un truc en ligne de commande, je commence par me connecter à la base de données. Ça n'a pas nécessairement de sens, tout simplement. Autant faire un fichier de lock et bloquer l'application pour qu'elle ne s'exécute pas quand ce fichier est créé. Donc, on va rajouter des choses et donc là, je suis la doc Symfony du composant console, bête méchant. Hein. J'ai donc mon composant console, je lui définis une commande par défaut, une description, et j'ai un message. À ce moment-là, on est d'accord, c'est ce qu'on va trouver la plupart du temps. Après, vous gérez vos inputs, vos outputs, vous gérez vos échanges avec votre console, mais au plus simple, ça donne ça. Donc là, si j'exécute ça, on est d'accord. AFUP démo. Voilà, salut la FUP. Donc là, on est bête. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller un peu plus loin et justement de ne pas pouvoir relancer les commandes à partir du moment où on va passer à la suite. Touc.
Donc, là, ce que je fais dans un premier temps, c'est que pour pouvoir forcément interagir avec mon truc, je vais lui poser la petite fonction pour lui permettre d'attendre un petit peu. Pareil, j'ai juste rajouté des composants, et donc la différence avec ça, elle est juste là, voilà. Maintenant, on attend, et on ne voit pas la sortie. Voilà. C'est beau la technologie. Donc voilà, j'attends, et on a notre message. J'arrive sur la suite, le process ID. Et voilà. Donc, tout simplement, je vais faire mon code pour lui dire, voilà, quand tu vas t'exécuter, tu vas me créer un fichier de process ID qui va s'appeler d'une certaine façon, et si jamais ce fichier existe, tu ne peux pas relancer la commande. Donc, c'est tout simple, hein. On récupère, là en l'occurrence je fais un truc bête méchant, c'est que je récupère le nom de la tâche Symfony, je lui mets l'extension .pid pour pouvoir respecter une nomenclature, ça pourrait être un .loc aussi, les deux existent. On teste si le fichier existe, c'est vraiment des choses bêtes méchantes, à partir du moment où vous vous intéressez à tout ça. Donc là, c'est exactement la même chose, hein. Il est en train d'attendre 10 secondes pour pouvoir terminer le processus qu'on a. Là, comme vous pouvez le voir, ça tourne. Ça y est, c'est terminé. Donc on recommence. Hop. Je ne peux pas me lancer. Donc toutes les personnes qui sont dans cette salle et qui se servent de leur base de données pour savoir s'il y a une tâche qui est en train de tourner, vous arrêtez tout de suite. C'est pas bien. D'accord ? On va s'intéresser aux signaux maintenant. Les signaux, c'est quelque chose de magique, ça permet d'interagir avec le système. Votre système, tout bêtement, on va considérer qu'il y a 19 signaux avec le système qui sont standards. On peut réellement en utiliser 17. Ce qu'on ne peut pas utiliser, c'est tout simplement le seek kill et le seek stop. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quelque chose qui vient interrompre un système, qui vient interrompre une application, mais vraiment de bout en bout et de façon très brutale. Donc à chaque fois que vous faites un CTRL-C, vous envoyez un kill -9 ou ce genre de choses-là, vous déclenchez du seek kill ou du seek stop. Et ça, c'est vraiment un arrêt très brutal de l'application. Il est impossible de les gérer. Donc, il est impossible de prévoir un fallback en disant si jamais je reçois un signal de type seek kill, mon application va s'arrêter correctement. Par contre, on en a d'autres. On a, pour faire ça, un seek stop. Donc, ça veut dire que si jamais vous êtes dans des problématiques avec de la charge, ce genre de choses-là, pour arrêter correctement vos applis, depuis un dashboard par exemple, vous pouvez envoyer des signaux seek stop à vos applications, les prendre en compte, attendre qu'elles aient terminé leur traitement, et ensuite faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est arrêter. Vous pouvez aussi envoyer d'autres signaux. Par exemple, les seek user 1 et les seek user 2, ça permet de gérer des processus parents et des processus enfants. Ce qui veut dire que c'est super intéressant. On peut dire, envoyer un signal, est-ce que mon processus parent est en cours ? Oui, eh ben, tu vas attendre que le processus enfant soit terminé pour te stopper. Ou faire l'inverse, tu ne peux pas stopper un processus enfant si le processus parent n'est pas arrêté, etc., etc. Et ça, mine de rien, c'est de la qualité du point de vue logiciel parce que vous interagissez correctement avec votre système. Vous ne pouvez pas provoquer d'erreur, sauf si vous êtes planté dans le code, à partir de ce moment-là. Et c'est quelque chose de... si jamais vous avez un peu de soucis, parce que c'est quand même votre serveur qui tourne derrière, et que vous voulez le gérer correctement, c'est quand même intéressant. Donc, par exemple, quand j'envoie ça, cette ligne de commande, je fais ça comme un bourrin. Donc, pareil, il est maintenant interdit d'utiliser ce genre de ligne ou de CTRL-C, etc., pour pouvoir arrêter des signaux. On se refait une démo sur les signaux ?
Alors là, il va y avoir plus de code. Donc, la liste de tous les signaux qui existent. Tout simplement, la fonction native PHP, un handler sur le signal, et suivant le type de le signal que je vais envoyer, je vais exécuter quelque chose de différent. Donc, tout simplement, ces signaux peuvent être les suivants. Donc, vous voyez, effectivement, il y a du code. Donc là, je vous le fais de la matière native. Par exemple, vous avez un composant Symfony qui s'appelle le lock, qui permet de gérer des fichiers de lock et de les créer, de les gérer correctement, sans vous éviter une partie du code qui est faite là-dessus. Et ça fait exactement le même boulot, c'est qu'on crée un fichier de lock, et à partir du moment où ce fichier existe, on empêche un autre traitement d'être exécuté. Et ça, la meilleure application, on va dire, c'est ce genre de choses, des commandes qui tournent, mais on peut l'imaginer, l'utiliser pour plein de choses. Exemple, vous générez des fichiers, un utilisateur ne peut pas régénérer des centaines de PDF si jamais le premier traitement n'a pas été terminé parce qu'il tourne en background, etc. etc. Donc mes handlers, ils sont là, j'ai récupéré un signal, j'ai récupéré le signal pour continuer l'exécution, et celui-ci, c'est un signal qu'on va envoyer par défaut pour faire tourner quelque chose et faire apparaître en fait un truc. Donc là, j'ai ma tâche qui tourne. Alarme, voilà, je sors mes choses, il va se passer. Et je vais envoyer des signaux, tout simplement. Donc, je récupère mon hashtop. Du coup, j'ai un trou là. C'est pas grave. Perdu. Putain. Je suis désolé, je suis perdu là. Il est où ma petite interface sympa là? J'ai perdu en fait la colonne à gauche. Est-ce qu'il y en a... F9? Ah oui, soyons fous. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, je vais envoyer des signaux, et donc la liste est ici. Je vais prendre des signaux qui sont pris en charge, et par exemple, j'ai défini que le cycle continu, il allait faire quelque chose. Donc je l'exécute, il ne se passe rien, parce que j'ai dit qu'il allait rien se passer. Si je pose un SIG alarme, pareil, j'envoie mon signal, il ne se passe rien. Elle est partie où l'appli là? Super. C'est pas drôle si on se loupe pas. Ouais, en fait, ok. Alors, F4, F8, boum, F9, voilà. Mon cycle compte, il est là. Voilà, donc j'ai récupéré le signal pour continuer mon traitement. Il y a mon truc qui tourne dans le fond. Et en fait, si je vais lui envoyer un autre signal qui va lui dire bah, maintenant tu vas m'arrêter l'appli correctement, en fait. Et donc, je vais lui envoyer un SIG-kit. Alors, le SIG-heal, le SIG-kit, à chaque fois, il faut bien regarder les docs parce que vous verrez, c'est vraiment des choses qui sont différentes. Là, j'ai récupéré mon signal pour quitter. Donc là, c'est fait exprès dans mon code. C'est pour dire, voilà, il s'est passé, j'ai reçu le truc, et à partir de ce moment-là, tu vas t'arrêter correctement. Vous voyez, il y a eu un petit délai. Et ce petit délai, ça me permet d'interrompre mon application en ligne de commande de manière correcte, en fait. Donc, exemple, je suis en train de faire des échanges ou des traitements de fond,
je termine tous mes traitements, je nettoie mes choses correctement, j'envoie mon log, tu t'es arrêté, etc., etc., et hop, j'arrête l'application en ligne de commande. Conclusion. Les signaux, c'est quand même super cool parce que on peut faire plein de choses sympas avec et tout ça, à partir du moment où on est soucieux de ce qui se passe en tâche de fond sur nos serveurs, on devrait interagir avec ces signaux système. Il faut arrêter de killer des trucs qui tournent en fond à coup de top, de hashtop ou ce genre de choses-là, parce que vous avez par exemple lancé des traitements coûteux qui sont censés tourner des heures, et puis à un moment vous arrivez sur un memory limit, ce genre de choses-là, et le seul moyen sur votre machine, c'est d'envoyer un CTRL-C ou un seek kill en lui disant bah voilà, tu t'arrêtes maintenant parce que tu as bouffé trop de ressources et puis tu es en train de faire ramer tout mon serveur. Il y a aussi quelque chose d'intéressant si vous commencez à devenir soucieux de vos applis comme ça et que vous êtes sur des gros projets avec plusieurs frontaux ou alors il y a des migrations qui doivent être jouées en même temps sur sur plusieurs serveurs. Vous vous apercevrez vite que faire ça à coup de cron ou de tâches CLI, par défaut, normalement, c'est quand même pas super. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une vraie isolation de votre application du point de vue système et exécuter les choses comme si vous interagissiez avec une API. Et à ce moment-là, PHP n'est pas nécessairement la meilleure solution. Il y a d'autres solutions avec des langages qui sont un peu plus costauds, qui connaissent eux-mêmes les tâches qu'ils sont en train de faire tourner en fond, qui peuvent gérer leurs horloges, leurs propres méthodes et tout, et interagir avec plusieurs systèmes de la même façon que si vous aviez un dashboard pour une API web standard. Donc, et tout ça, en fait, c'est la continuité de cette espèce de notion de qualité autour du signal et du process identifier que vous allez utiliser. Et vous verrez que c'est pas plus mal au final. Parce que PHP, c'est dans une tâche cron, finalement, c'est pas forcément super fait pour ça. Il faut arriver sur un certain niveau, on est d'accord, mais dans le fond, c'est pas fait pour ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter d'utiliser une base de données pour vérifier s'il y a un traitement qui est en cours. Il faut arrêter de bouffer votre serveur à coup de CTRL-C, de kill n'importe comment, parce que c'est pas bon aussi pour la machine. Vous ne connaissez pas le traitement, où est-ce qu'il s'est arrêté, est-ce que ça a provoqué une erreur, est-ce qu'il y a un serveur MySQL qui a été coupé au passage, etc. etc. Et juste essayer d'avoir un niveau de qualité par rapport à ces applications en ligne de commande ou à vos tâches cron, ce sera quand même un effort qui est sympa et qui sera cool. Donc, je vous remercie, j'ai terminé. J'espère juste que maintenant, vous allez regarder un peu la doc un peu plus en profondeur, parce que c'est quand même complexe et il y avait énormément de lignes de code, pour pas grand-chose, au final, on peut dire ça comme ça. Et allez voir ces docs-là, essayez d'interagir avec votre système, et vous apprendrez plein de choses sur votre système au passage. Et c'est quand même super important de savoir sur quoi tourne notre serveur et comment notre application PHP, et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne correctement. Je vous remercie.